La la le le, yeah la 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 le le. La la le le, yeah la 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 le le. La la le le, yeah la 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 le le. Yeah la 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 le le, ya la 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 le le. Salam alaikum, Wulu Bayala, bienvenue à tous pour cette présentation sur des livres. Alors, on va commencer avec celui-là. C'est un livre donc qui a été écrit par Dumbi Fakoli. Le livre, donc, c'est celui-là. Il y a plusieurs éditions, mais celui-là, c'est édition Ménébuc. Je ne connais pas. Ménébuc ou Menaïbuc. Donc, cette édition-là, alors l'auteur, Dumbi Fakoli, est malien d'origine et sénégalais d'adoption. Ce livre est vraiment très intéressant pour comprendre en fait le contexte de la péninsule arabique du côté du Hijaz et du Yémen, qui était en fait sous l'influence des Sabéens, du royaume de Saba. Et donc les Abyssiniens, à ce moment-là, étaient un royaume redouté et puissant. Donc par rapport à la civilisation sabéenne, sa sphère d'influence s'étendait donc bien plus loin que l'Éthiopie. Donc Dumbi Fakoli est un écrivain malien. Il a écrit beaucoup de livres. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vous en montre quelques-uns. Donc, États-Unis de Kamita Meri. J'ai fait une série qui s'appelle Tameri, justement, Amaruka. Et il a fait un autre livre, Introduction à la prière négro-africaine, Médounéter, parole du créateur, Amon-Ra. Marcus Garvey, expliquer aux adolescents. Bon, c'est pas que pour les adolescents, hein. Peu de gens vraiment savent de quoi il en retourne. Alors aussi Fakoli, prince du Mandé. Dumbi Fakoli a aussi écrit des livres sur Kemet, donc Horus, fils d'Isis. Il a écrit un livre aussi, La Bible en procès. Alors les éditions, tout est affiché, hein, vous voyez, c'est toujours le même. Alors je le prononce sûrement pas bien, mais je le lis. C'est Menaïbuk ou Menaïbuk, je sais pas comment. Du même auteur, il y a La colonisation, L'autre crime contre l'humanité, Le cas de la France coloniale.
Dumbi Fakoli est l'auteur de l'origine négro-africaine des religions dites révélées. Dumbi Fakoli aussi a écrit Les chemins de l'Amat. Donc c'est un auteur très productif. Et encore, je vous dis, je n'ai cité que quelques ouvrages. On va se concentrer aujourd'hui sur celui-ci. Donc ouvrage qui a très peu de pages, finalement, il se lit très vite. Vous arrivez 135 pages, 133 pages, c'est fini quoi. Après il y a les index, l'intro, mais c'est très facile à lire. Et c'est très riche, on en apprend beaucoup. Alors on va faire une petite introduction, justement, en parlant de ce livre. Il y a aussi, depuis quelques années, un animé qui est sorti, où il y a encore une version qui est proposée, justement, qui n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on va parler du livre Bilal, le prophète. Alors, maintenant, je vais citer juste ce qui nous intéresse, c'est justement le contexte et la population ethniquement, phénotypiquement et même épidermiquement. Décrire les mouvements de population qu'il y a pu y avoir, les dominations qu'il aurait pu y avoir et les populations originelles qui peuplaient le Hijaz. C'est surtout ça qui nous intéresse. Je lis, alors c'est la page d'introduction. Donc je cite de l'ouvrage de Dumbi Fakoli, Bilal. Introduction. L'Africain Bilal, premier muezzin de l'islam. A-t-il été l'esclave de Mohammed, comme l'affirment certains textes arabes? La réponse à cette question coule de source non. Seulement Bilal n'a jamais été asservi. Mais, selon toute vraisemblance, il a été un personnage influent dont la contribution déterminante dans l'avènement de l'islam reste à évaluer. Ce récit tente de démystifier son esclavagisation posthume. Il se fonde sur des indices incontestables dont l'auteur fournit les sources dans les bibliographies. Quelques exemples aideront le lecteur à s'en faire une idée. L'esclavage d'un peuple, on le sait, est la conséquence d'un rapport de force qui lui est défavorable. Or, dès la première moitié du IVe siècle, la grande Abyssinie s'étendait du Nil bleu à Méroé jusqu'au Yémen et jusqu'à Hadramaut. Vers le milieu du Ve siècle, déjà, le gouverneur de l'Arabie du Sud, unifié avec, pour titre, roi de Saba, de Dhuraidan, du Hadramaut et du Yamanat, et de leurs Arabes du haut pays et de la plaine côtière. En 571, les troupes sabéennes conduites par Abraha auraient réellement conquis la Mecque. Les Sabéens sédentaires et riches employaient les Arabes, entre guillemets, comme mercenaires dans les troupes auxiliaires. Chaque État avait ses
bédouins. La configuration militaire et sociopolitique ne prendra même pas fin avec la conquête de Saba par les Sassanides en 573. L'Abyssinie continuait de ravitailler la Mecque en or, ivoire, pierres précieuses, etc. Et les poètes arabes chantaient toujours ces nefs glissant sur l'eau. Longtemps après la mort de Muhammad, la puissance politique et militaire de l'Abyssinie restait une réalité vivante dans la mémoire collective des Arabes. Commentant la prédiction faite par le fils de l'un des plus illustres compagnons de Muhammad et relative à une tentative abyssine de destruction de la Kaaba, cette sinistre prophétie indique indirectement la peur qu'inspiraient les Abyssins, soldats courageux et sans pitié, comme le rapportent maintes chroniques. Pour les Arabes du Hijaz, le mieux était de vivre en bon rapport avec eux. C'était sagesse. L'appartenance des Sabéens à la race noire est une certitude maintenant établie, et le règne de Makeda ou Balkis est une nouvelle pièce à conviction. Les mœurs arabes ne permettaient pas et ne permettent toujours pas à une femme d'occuper un trône, encore moins à une femme noire dans un contexte historique où l'esclavage anti-nègre aurait prévalu. Par ailleurs, la parenté voisine des races prédisposait l'Abyssinie et le royaume de Saba à être les deux volets d'un même ensemble avec la mer Rouge comme charnière. L'importance de l'influence de la communauté noire à la Mecque et surtout à Médine sont aussi une certitude. Après avoir gardé le contrôle politique et économique de la Mecque pendant longtemps, les Rosas le perdirent au profit des Quraysh. Seulement, à la veille de l'Hégire, les Médinois, que M. Massé appelle aussi les Yéménites, c'est-à-dire, entre parenthèses, les Sabéens, étaient en réalité composés de 3 tribus juives minoritaires et de 3 tribus sabéennes majoritaires, les Toba, les Khazraj et les Haus. Il est intéressant de rappeler qu'on retrouve au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Soudan central et occidental, une importante communauté du même nom. C'est vrai que ça me rappelle aussi le nom de la tribu de l'ethnie qui est après du Niger, du fleuve Niger, qu'on appelle les Haoussa. La présence religieuse de la communauté noire à la Mecque est également irréfutable. L'une des 3 divinités vénérées à la Mecque avait pour nom Manat, la plus ancienne. Elle était la déesse des tribus sabéennes de Médine. L'absence de racisme, la réalité du métissage biologique semble acquis. 2 points, petit tiré. À propos de Mohammed, entre guillemets, son teint était bronzé. Je répète, son teint était bronzé, ses joues claires sans être roses, et ses cheveux ni crépus, ni tout à fait lisses. Mes cheveux ne sont pas crépus. Personnellement, comme mon grand-père est noir,
j'ai quand même un afro. Quand j'ai pas les locks, mes cheveux, ils font un afro. Ils sont plus fins que des cheveux, mais ils sont loin d'être lisses. Ils sont un peu plus que bouclés. On dirait ils sont plutôt curlés, on va dire. Donc, voilà. Moi, mes cheveux, je les tiens du métissage, du Mont Sang Noir. Donc, voilà. L'usage des captifs noirs avait déjà un peu altéré dans les villes la pureté de la race arabe. Ce mélange était, semble-t-il, peu sensible chez Mohammed. Fermez les guillemets. Petit tiré. À propos d'Ali, ouvrez les guillemets. Ali, petit, brun de peau, et au nez camard, alors que les Hachimites avaient, disait-on, le nez si long qu'ils buvaient avant les lèvres. Curieusement, la plupart, sinon la totalité, de ceux qui furent combattus après la mort de Mohammed comme faux prophète n'étaient pas des Arabes. Al-Aswad, littéralement le noir, était sabéen. D'après M. Massé, page 144. Le silence observé par les auteurs sur Sajjah et Mosaïlama ne peut occulter la réalité. Les coutumes arabes ne permettent pas à la femme de subir une initiation susceptible d'en faire l'égal des hommes de connaissance. Par contre, cette pratique est familière aux communautés noires. Quant à Mosaïlama, le nom significatif qu'il a choisi de donner à Dieu est un mot d'origine sabéenne, Rahman, le compatissant. Ce justificatif est dit non seulement dans le luminaire, sourate 1, mais aussi avant la récitation de tout extrait du Coran. La présence des mots abyssins dans le Coran semble irrécusable. Yasin, titre de la sourate 36, signifie, entre autres, ô homme, en abyssin. De plus, Samargandi, cité par M. Massé, fait remarquer que le groupe des sourates mécoises présente l'expression « ô homme » pour appeler les fidèles. Page 81. Ouvrez les guillemets, certains auteurs sont même allés jusqu'à relever dans le Coran des mots d'origine éthiopienne, dit M. Koch, page 27, qui cite Noldek, M. Jeffrey et le professeur Hamidullah, qui cite à son tour Suyuti, Broussa Bukhari, etc. Il serait intéressant que les Éthiopiens arabisants étudient la question. Ainsi qu'on peut aisément l'observer, l'esclavagisation posthume de Bilal apparaît comme une tentative tendancieuse de dévalorisation de la place, sans aucun doute importante, qu'il a occupée dans l'élaboration et l'épanouissement de la religion islamique. Cela est d'autant plus incontestable que le muezzin ou le muezzin, personnage clé du sacerdoce, est toujours choisi en fonction de sa solide connaissance du culte. Et la question reste posée de savoir pourquoi Bilal aurait-il été préféré à d'autres personnalités telles que Othman, Omar, Ali, futurs successeurs de Mohammed. L'on peut également se demander si le choix de l'Abyssinie
comme destination du premier hégire en 615 n'a pas été justifiée par l'influence de Bilal. Certains trouveront insuffisant. C'est inévitable, voire léger, ces assauts de l'histoire qui militent pour la restauration de la vérité. L'auteur se contentera d'attirer leur attention sur l'évidence de Moïse à Mohammed, de Rama à Bouddha, en passant par Zoroastre et Jésus. La biographie de tous les initiateurs présumés des grandes religions s'est heurtée aux mêmes insuffisances qui ont été comblées grâce à l'imagination fertile des historiographes. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire les récits de la naissance du ministère de Moïse et de Jésus. Néanmoins, l'auteur tient à préciser qu'à quelques exceptions près, touchant surtout à la vie familiale de Bilal, tous les personnages de ce livre, ainsi que les événements qui y sont relatés, ont un caractère historique. Du moins, ont-ils été présentés comme tels. Les ouvrages existants sur l'islam, y compris le Coran, en font largement état. Seules les sensibilités de l'auteur et sa foi en l'humilité, la sagesse, la connaissance ésotérique de tout grand initié leur donnent une coloration propre. Alors dans ce livre, voilà, on voit que déjà de nombreuses tribus du Hijaz, de l'Arabie Arabia Félix, donc c'est l'Arabie heureuse, le Yémen, tout ça, c'était des populations sabéennes qui sont toutes de couleur noire. Donc là, on voit les langues cananéennes de Canaan, fils de Cham. Donc Cham égale noir, pareil. Alors phénicien, nord-arabique, mais on voit l'éthiopien, sabéen, sud-arabique. Donc sud-arabique, c'est-à-dire que le Yémen et le Hijaz, c'est le sud-arabique. Nord-arabique, alors l'hébreu, samaritain, le punique des Carthaginois, l'araméen, le nabatéen et l'arabe, le syriaque, le mandéen, le palmyrien. Tout ça, c'est l'Arabie du Nord, l'Arabie pétrée, c'est-à-dire que l'Arabie rocheuse, plus que l'Arabie sableuse désertique. C'est désert, mais c'est plutôt rocheux. Et le sud est plutôt fertile. Le centre est complètement désertique. Donc, on voit que les fils de Shem et de Cham, alors Couche, Séba, on voit quand même que toute cette population Canaan, et là c'est le Hijaz et le Yémen, Sheba, toute cette partie-là. Ça, c'est les anciens Arabes cananéens. Et même, on peut même dire, les anciens Arabes cananéens sont aussi les Arabes, ce qu'on appelle les Phéniciens. Ça, ils jouent sur les mots, mais c'est la même chose. Et Canaan, c'est un fils de Cham. Donc Cham, il est noir. Là, on voit les langues proto-sémitiques. On voit toujours les plus anciennes racines, anciens cananéens. Cananéens, encore une fois, fils de Cham, donc noir. Éthiopie, donc on a le Gèze et l'Amharique qui donnent le sémitique méridional, l'assyrien, l'acadien, le sémitique oriental.
de l'éthiopien, du guèze amharique, sort beaucoup de langues. Cananéen, ougaritique, ça donne le sémite occidental et le sémite oriental. Il y a les cananéens et la racine abyssinienne. Voilà, amharique, guèze. Quand on regarde la côte, c'est pas loin. Hein. L'Éthiopie, c'est collé juste à quelques encablures des rivages du Yémen. Et là, on voit la partie en vert du Hijaz qui est sous l'influence d'Aksum. On voit langue mère proto-sémitique. Hein, il y a le babylonien, Irak, mais on voit la souche éthiopien, yéménite. Hein, donc le sabéen, le guèze, l'amharique, donc l'arabe, et l'araméen, le syriaque, nabatéen, c'est le phénicien, c'est toujours cananéen, c'est noir, moabite, hébreu, tout ça c'est noir. Donc les bateaux phéniciens qu'on appelle les fameux bateaux grecs, c'est pas des bateaux grecs, c'est des bateaux phéniciens. Voilà une statue de Phénicien avec une coiffe qui ressemble justement au souverain égyptien parce que c'est la même souche, hein, comme on l'avait dit déjà dans une précédente vidéo, mais bon, j'en avais posté une déjà en 2016 là, pour dire que Agénor était le père de Europe et que Agénor c'est le fils de Libye et de Poséidon. Donc Libye étant une reine africaine qui a régné sur les terres à l'ouest de l'Égypte. Son fils Bélos, qui est le jumeau de Agénor, règne sur l'Égypte et lui il fonde la Phénicie. Agénor était le père de Europe et que Agénor c'est le fils de Libye et de Poséidon. Donc Libye étant une reine africaine qui a régné sur les terres à l'ouest de l'Égypte. Son fils Bélos, qui est le jumeau de Agénor, règne sur l'Égypte et lui il fonde la Phénicie et donc du coup il a la même couleur que les Égyptiens, Agénor. Et Europe, la fille de Agénor, a la même couleur que son père. Donc on va dire que maintenant les Phéniciens, si on regarde bien, c'est aussi, on peut dire, ce qu'ils appellent les Arabes cananéens. Mais cananéens, c'est la souche de Canaan, donc de Cham, donc c'est noir. On voit la péninsule arabique et l'influence sur toute la zone de Makkah, qui est en fait le nom original, c'est Bakka. C'est pas Makkah, c'est Bakka. Et tout le sud, le Yémen, est sur l'influence de la Corne de l'Afrique, le royaume d'Aksum. Alors, on voit quand même que voilà les vestiges de la civilisation sabéenne. On ne sait pas vraiment si c'était le temple de la reine de Saba, mais voyez le Yémen et l'Éthiopie, c'était le même royaume. C'était sous l'influence sabéenne. Dans le Hijaz, les Éthiopiens avaient même conquis la Mecque. Ça, c'est avant l'islam. Donc encore des vestiges de la civilisation sabéenne. Alors les Quraysh, c'est une tribu avec les Rosa aussi, qui étaient des tribus noires arabes, apparentées avec justement Aksum et Marib, où il y avait le royaume sabéen. Là, on voit en haut donc l'empire perse
et byzantin, la Syrie. Voilà. Encore des vestiges donc du royaume sabéen et d'Aksum. On voit donc Médine qui s'appelait Yathrib avant. Yathrib était donc à près de 300 km au nord de Makkah. On est encore dans la sphère d'influence du royaume d'Aksum, avec Sanaa, Najran, Marib, et sur toute cette territoire-là que vous voyez, c'était Himyarite Kingdom. Donc ça aussi, tout ça, c'est la souche sabéenne. Alors l'unification du Yémen antique, justement, c'est pour ça que je vous parlais de Hadramawi, du 1er au 3e siècle de l'ère chrétienne. Le phénotype abyssin et sabéen sont les mêmes. La civilisation sabéenne et celle d'Aksum sont apparentées non seulement par la langue, mais aussi par l'ADN. Donc on voit bien que même l'Empire persan n'avait pas d'influence sur ce côté-là. C'était vraiment que l'Empire d'Aksum et Hadramaut. Tout ça avec une souche sabéenne qui est une race noire. On voit les vestiges au sud du Yémen de Marib de la civilisation sabéenne. Alors le Himyar, voilà, c'est le Yémen, Aksum, et vous voyez que là c'est vraiment le Hijaz de l'autre côté de Aksum, l'influence abyssinienne. Le royaume d'Aksum comprenait donc le Himyar et Saba, Sheba, donc de l'autre côté. Tout ça c'était le royaume d'Aksum. Le sud était plutôt sédentaire parce qu'il y avait de l'eau, donc on pouvait planter, tandis que les Arabes du nord, eux, n'avaient pas d'endroit pour se sédentariser à part quelques oasis, donc ils étaient plutôt nomades. Donc Kouch, Kemet, c'est exactement des termes qui désignent la noirceur, et Canaan, ici il y a marqué phénicien, mais ce sont des noirs, pareil, comme on l'a expliqué avec Agénor et Bélos. Je parlerai de l'Élex qui est parti dans le Péloponnèse, qui est aussi noir, hein, puisque c'est le frère de Agénor et Bélos. Donc c'est pour le cas de la Grèce antique, on en parlera plus tard. Les vestiges donc de la civilisation sabéenne, qui comprend le Yémen, l'intégralité du Yémen et donc la Corne africaine, la Corne de l'Afrique. Dans le livre d'Umbi Fakoli Bilal le prophète, à différents passages, on voit clairement que des tribus juives de Médine et de nombreux habitants du Hijaz et de toute cette région-là étaient des Noirs, en grande majorité à cette époque-là. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Vous pouvez l'acheter d'occasion dans les libraires, chez les libraires qui vendent les livres d'occasion. Il ne doit pas être très cher. Donc, si vous avez un ami qui l'a, vous pouvez lui demander de l'emprunter. Il est vraiment très, très instructif. Je vous encourage à lire donc ce livre. Je vais citer un court passage
du chapitre 9 à la page 49. Le Hejaz, Saba et l'Abyssinie, c'est le souvenir de grand-père Bilal qui me conseillait l'adoption de cette démarche. Mon illustre homonyme disait souvent à mon père, entre parenthèses, entre guillemets, la vie est une lutte sans fin. Voilà pourquoi, fils, chair de ma chair, avant même de rejoindre ta compagne dans votre couche, vois quel est son état d'âme. Ainsi, tu garderas toutes les chances d'obtenir ce que tu désires. Fermez les guillemets. J'aimais mes 3 souches. Grand-père Bilal me liait à l'Abyssinie, ma mère et mon père à Saba, et les joies et les peines de mon adolescence au Hijaz. Je portais ces 3 pays en moi, comme une véritable mère porte en elle ses 3 amours, les géniteurs, le compagnon de route et sa propre progéniture. Fin de citation. À la page 50, autre citation. Hommage était ainsi rendu à Ismaël, fils d'Agar, la noire, égyptienne, pour qui l'archange Djibril avait fait jaillir la source de Zamzam. Hommage était également rendu à l'antique Abraham ou Ibrahim, par qui Allahu ou temps, où il répondait au nom de Yahuwah, avait révélé le sacrifice d'animaux au lieu et place d'infanticide rituel. Fin de citation. Donc on voit encore l'affiliation avec la mère d'Ismaël qui est noire, encore une fois. Et à la même page, au dernier paragraphe, une autre citation. Venez à Dieu, venez à Allah, ô enfants d'Ismaël et d'Isaac, ô enfants d'Abyssinie et de Saba. Écoutez la voix de Dieu. Allahu est juste. Femmes et hommes, nous sommes tous les enfants d'Allah, créés à son image. Parce qu'il nous aime d'amour égal, nous sommes égaux devant lui. Hier comme aujourd'hui et demain, écoutez la voix de Dieu. On voit déjà un message prophétique à ce moment-là qui est entendu par les habitants du Hijaz, et on voit déjà qu'il y a un ensemble de peuples qui sont appelés tous sans distinction. Il est bien dit, ô venez à Allah, enfants d'Ismaël, d'Isaac, ô enfants d'Abyssinie et de Saba. Et tout le monde est appelé. À la page 61, chapitre 10. Notre vocation de rassembler dans une grande fraternité semblait avoir été perçue. La prédication que nous faisions dans les 3 langues du pays, l'arabe, le sabéen et l'abyssin, devait y être pour quelque chose. Fin de citation. Pour conclure sur cette présentation du livre de Doumbi Fakoly du titre Bilal le prophète, je vais juste lire quelques phrases qui sont à la page 90 et 91 du chapitre 14 de l'ouvrage. Je cite: le poids démographique, politique et religieux de la communauté sabéenne de Yathrib, donc de la ville de Madinat al-Munawwara, me plaçait dans une position privilégiée.
Et là, c'est Bilal qui parle. Là, on nous signifie que la communauté sabéenne de Yatrib, de Médine donc, avait un poids démographique, politique et religieux. Je continue. J'étais comme chez moi à Saba ou en Abyssinie, pour vous dire à quel point. Je continue. Dans ces deux grands pays, honneur était toujours fait aux étrangers. La loi de l'hospitalité l'indiquait, mais j'avais tardé à exprimer ma pensée. Là, on est dans un contexte où qui va faire l'appel à la prière, inaugurer l'appel à la prière. Mais j'avais tardé à exprimer ma pensée. Mohammed m'avait devancé. Bilal, nous serions heureux que ce soit toi qui appelles la grâce de Dieu sur le temple que nous lui dédions. Par ce premier appel du grand initié que tu es, Allahu, nous en sommes sûrs, prendra notre fraternité sous sa protection pour toujours et à jamais. Réponse de Bilal. Muhammad, pareil honneur doit être pour toi. De nous deux, celui qui pourrait se sentir le plus chez lui dans cette ville, c'est bien moi. Par ailleurs, n'es-tu pas mon aîné? S'il est vrai que nous sommes nés en la même année de l'éléphant, il demeure que j'ai vu le jour à l'arrivée d'Abraham devant la Mecque, et toi, à l'instant de son départ de Najran. Réponse du prophète à Bilal, petit tiré, j'ai formulé le premier, l'invitation Bilal. Tu ne peux la décliner. Bilal répond, je m'incline devant ta sagesse, Muhammad, avais-je alors répondu. Voilà pour la présentation de ce livre qui vous montre aussi que beaucoup de tribus juives étaient présentes dans le Hijaz et que certaines d'entre elles étaient noires. Des tribus arabes aussi, comme les Khoza, étaient noires. Donc c'est intéressant de voir ce livre. Surtout pour débunker cette histoire d'esclavagisation de façon posthume de Bilal